L'intifada des couteaux se poursuit en Israël. Nouvelle attaque dans la localité de Beth Horon. 2 personnes blessées, dont l'une grièvement. Réunion des ministres européens à Amsterdam aujourd'hui à l'ordre du jour. Le terrorisme et la crise migratoire. Enfin, François Hollande qui tente de boucler la vente de Rafale en Inde. Un premier accord a été trouvé, mais les 2 parties ne s'entendent pas encore sur le prix. Nouveau journal sur I24 News, bienvenue à vous à la une de l'actualité. Ce nouvel attentat à l'arme blanche, ça s'est passé à Beth Horon au nord de Jérusalem. 2 blessés, dont l'une très grièvement. Les 2 terroristes palestiniens ont été abattus. Le récit de Maxime Pérez. L'attaque s'est déroulée peu avant 17h, encore au cœur d'une implantation juive. Cette fois, c'est la localité de Beth Horon qui a été touchée à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. 2 Palestiniens qui se trouvaient à l'intérieur de la localité ont d'abord poignardé une femme de 60 ans devant la supérette du village. La victime est très grièvement blessée. Dans leur fuite, ils s'en prennent à une seconde femme âgée de 23 ans, plus légèrement touchée malgré les coups de couteau. Finalement, c'est l'officier de sécurité de Beth Horon qui mettra fin à ce périple meurtrier. Les 2 terroristes sont abattus juste avant de réussir à s'échapper de l'implantation. Ils seraient tous 2 âgés d'une vingtaine d'années. Les 2 victimes de ce nouvel attentat à l'arme blanche ont été transférées dans des hôpitaux de Jérusalem. Il s'agit de la 3e attaque consécutive à se dérouler au cœur d'une localité israélienne de Cisjordanie. Et les habitants ont reçu la consigne de rester confinés chez eux après la découverte d'engins explosifs sur place. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Michael Gabé, un habitant de Beth Horon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours confiné à votre domicile à l'heure qu'il est ? Oui, on vient de recevoir une annonce dans le groupe de la localité nous disant que pour l'instant tout était encore fermé, qu'il fallait rester dans les maisons et attendre pour l'instant la suite des opérations. Vous avez des informations sur ce qui se passe sur place, sur le déroulé des événements ? Apparemment, l'entrée de la localité est encore... il y a une forte présence au niveau de l'armée, de la police... etc. Des mineurs, ils ont déjà trouvé 2 engins explosifs, donc ils sont en train de vérifier qu'il n'y en ait pas un autre. Et il y a des soldats qui tournent dans la localité pour vérifier que tout le monde est bien chez soi, pour essayer de localiser tout le monde. De là où vous vous trouvez, vous avez pu voir quelque chose, entendre quelque chose ? Non, pour l'instant, la localité est divisée en 2 parties, une partie haute, une partie basse. Le supermarché était vraiment à l'entrée de la localité, nous on est beaucoup plus en haut. Donc quand on est rentré plus tôt à cause du temps et des alertes à la neige, ce qui a fait qu'à l'heure de l'attentat, on était déjà tous quasiment dans les maisons. Et vous n'avez donc pas observé de mouvement, de panique sur place ? Non, même on voit sur le WhatsApp de la localité, etc. Tout le monde est très, écoute les instructions. On a reçu de la localité, du directeur de la sécurité de la localité et de la région des consignes très claires et très vite de rester dans les maisons. Et au fur et à mesure, quand ils ont compris qu'il y avait aussi d'autres engins explosifs, de fermer des portes, les fenêtres, et de baisser les volets pour éviter toute intrusion dans les maisons. Merci pour ce témoignage, Michael Gabé. Et dans ce contexte, l'information qui vient d'être autorisée à la publication aujourd'hui, mais l'arrestation date du mois de décembre. 2 sœurs jumelles palestiniennes de 18 ans. Elles ont été arrêtées par l'armée israélienne. Elles sont accusées d'avoir participé à la fabrication d'explosifs en vue de préparer des attentats. Dans l'actualité également de ce lundi, cette réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, ils se sont retrouvés à Amsterdam pour débattre des menaces qui hantent le continent, le terrorisme et la crise migratoire. Explication, Joseph Emmanuel. Ils arrivent à Amsterdam en pleine nuit pour débattre du terrorisme et de la crise migratoire. Mais la rencontre des ministres européens restera informelle, sans décision à l'ordre du jour. L'occasion de lancer le Centre européen de contre-terrorisme au sein d'Europol. L'occasion aussi de discuter du sujet très sensible des frontières extérieures. Je crois qu'il est clair qu'il est impossible de gérer la protection des frontières extérieures de l'Union européenne, c'est-à-dire la frontière gréco-turque. Si l'on ne fait rien, la frontière extérieure de Schengen se déplacera vers l'Europe centrale. Sauver Schengen, telle est désormais la préoccupation de beaucoup en Europe.
On parle de rétablir le contrôle aux frontières des pays de l'intérieur. Certains n'ont pas attendu pour le faire, à l'image de l'Autriche, de l'Allemagne ou encore du Danemark. Mais ce qui inquiète l'Europe, c'est la Grèce. Des milliers de migrants débarquent sur ses côtes chaque jour et Vienne n'hésite plus à agiter l'épouvantail d'une exclusion provisoire de la Grèce de l'espace Schengen. La Grèce doit renforcer ses ressources le plus vite possible et accepter l'aide qu'on lui propose. Plus de 4 millions de réfugiés et de migrants ont bravé les mers en 2015. 4000 sont morts noyés. Ils tentaient de rejoindre les côtes européennes. Et cette crise migratoire agite la ville de Calais. En France, la tension monte après les nouveaux incidents qui ont impliqué des migrants ce week-end. La population réclame une meilleure utilisation des aides gouvernementales et le message d'urgence semble avoir été entendu. Une réunion de crise s'est tenue aujourd'hui. Explication, Léa Berdugo. Les responsables politiques locaux ont tenu une réunion exceptionnelle ce lundi. Objectif, trouver un traitement durable à la crise. Xavier Bertrand, nouveau président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, a dit vouloir éviter le drame. Il en appelle à François Hollande. Calais ne peut pas être oublié par la France. Il y a une action qui est menée aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur à Calais, mais ça n'est pas suffisant. J'en appelle au président de la République. J'en appelle au président de la République pour qu'il vienne lui-même se rendre compte de la situation à Calais, pas pour qu'on aille lui expliquer, pour qu'il se rende compte, qu'il entende les responsables économiques, qu'il entende la population de Calais. Xavier Bertrand dit souhaiter la tenue d'un conseil ministériel. Le but, se rendre compte de la souffrance à Calais et du drame que vit sa population sur tous les plans humanitaires, économiques et sociaux. Car l'impact de la crise migratoire sur les entreprises locales est important. Dimanche, 2000 personnes ont manifesté pour soutenir les emplois. Ils ont réclamé un moratoire fiscal pour les entreprises de la région. La veille, 2000 personnes sont venues exprimer leur solidarité avec les migrants pour exiger des conditions d'accueil dignes. Au cours de cette manifestation, 50 personnes sont illégalement montées à bord d'un ferry. Après plusieurs heures de blocage, elles ont toutes été délogées par la police. Ce lundi, 6 migrants et 2 militants du collectif No Border qui étaient samedi sur le ferry sont passés en comparution immédiate. Les prévenus ont demandé un délai supplémentaire pour préparer leur défense. Voilà, et puis notez cette information de dernière minute. Le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, a renvoyé au 22 février le procès de 8 manifestants, dont 6 migrants, qui sont montés illégalement sur ce ferry dans le port de Calais. Deuxième jour d'une visite d'État de François Hollande en Inde. Il tente de débloquer la vente de 36 Rafales. Une étape décisive a été franchie. Aujourd'hui, un accord intergouvernemental a été signé, mais les discussions bloquent toujours sur le prix du contrat. Gabriel Nolin. C'est une avancée majeure dans les négociations pour la vente des 36 Rafales. Nous venons de signer par nos 2 ministres de la Défense un accord intergouvernemental. C'est une étape décisive pour que l'Inde puisse acquérir ces avions et pour que la France les mette à la disposition d'un grand pays comme l'Inde. Cette annonce ne garantit pas encore la finalisation de la vente, mais constitue un préalable indispensable à un accord commercial. Dassault Aviation a indiqué dans un communiqué espérer pouvoir conclure un accord complet sous 4 semaines. Jusque-là, les discussions achoppaient sur le prix et sur la volonté de l'Inde de faire fabriquer une grande partie de ses avions sur son territoire. Le Premier ministre Narendra Modi avait fait la commande de 36 Rafales lors de sa venue en 2015, une version déjà moins ambitieuse que le projet ouvert en 2012 de 126 Rafales. Le président français profite ainsi de sa visite de 3 jours en Inde pour signer des partenariats commerciaux avec le géant asiatique. Accompagné d'une délégation de chefs d'entreprise, il a annoncé une coopération économique dans le domaine des énergies renouvelables, du nucléaire et de la recherche spatiale. Des enjeux économiques donc, mais également sécuritaires. La volonté de renforcer la coopération sur la lutte antiterroriste a été évoquée par les 2 chefs d'État. Nous avons décidé, le Premier ministre Modi et moi-même, d'intensifier notre coopération contre le terrorisme, de renforcer les échanges de renseignements, de lutter encore davantage contre les trafics qui alimentent le terrorisme. Nous avons même décidé une feuille de route pour lutter contre tous les trafics. हम सहयोग के मार्ग पर
Sur le chemin vers une coopération renforcée, nous sommes conscients des nouveaux défis. La violence insensée qui a touché Paris, Pathankot et d'autres villes dans le monde est le visage de l'un de ces nouveaux défis. Cette visite de 3 jours se conclura mardi avec la participation de François Hollande à la parade du Republic Day. Il avait été invité par le Premier ministre indien par solidarité à la suite des attentats du 13 novembre. Europol s'attend de nouvelles attaques de l'État islamique. Il est fort probable que le groupe et d'autres organisations djihadistes préparent de nouvelles opérations d'envergure en Europe, mais particulièrement en France. C'est ce que révèle une évaluation de plusieurs responsables sécuritaires européens. Évaluation qui intervient après la publication d'une vidéo sordide de l'État islamique qui met en scène les terroristes du 13 novembre. Alors pour François Hollande, pas question de céder face au terrorisme. Le président français affiche sa fermeté. Nous ne nous laisserons jamais impressionner. Et ces provocations odieuses amplifient encore la résolution qui est la nôtre, qui est la mienne, pour protéger les Français à travers des décisions que j'ai prises et que j'ai confirmées, mais aussi pour frapper encore cette organisation qui nous menace et qui tue nos enfants. Alors on vient d'entendre, lutte contre l'État islamique à l'extérieur mais également à l'intérieur du pays, en France, car le gouvernement a décidé d'amplifier son action contre la radicalisation et les filières djihadistes. Une lutte qui passe par la case prison, car derrière les barreaux, le terreau est fertile aux dérives. Et à compter d'aujourd'hui, des unités dédiées à la déradicalisation sont mises en place dans 3 prisons de France. Explication, Léa Berdugo. Lutter contre le prosélytisme islamiste, faire renoncer les détenus à des projets d'action violente, ce sont les buts des unités de déradicalisation en prison, avec un mode de fonctionnement par étapes. Premièrement, l'évaluation des détenus, une phase de diagnostic d'une durée d'1 mois. Tout est passé au peigne fin, degré de radicalité, d'imprégnation religieuse ou encore de risque de passage à l'acte. Les détenus considérés comme le plus à risque poursuivent leur détention en cellule d'isolement, ce qui présente une démarche de prise de conscience et que l'on considère sans risque de prosélytisme vont en détention ordinaire. En revanche, pour ceux qui ont besoin d'une prise en charge spécifique, direction les unités dédiées. Deuxième étape, un suivi intensif pendant 3 à 6 mois. Les détenus sont accueillis dans un quartier à l'intérieur de la prison. Ils sont en cellule individuelle. Une obligation, 6 heures de cours par semaine en partenariat avec l'éducation nationale. Par ailleurs, un suivi renforcé des détenus est assuré par des éducateurs, psychologues et employés de l'administration pénitentiaire. Une première expérience de ce type est menée depuis 10 mois à Osny et Fleury-Mérogis. Un programme s'adresse à des volontaires. Avec ces unités dédiées, pas question de volontariat. Le programme est obligatoire. Aucune remise de peine n'est envisagée en échange de la participation des détenus. Et des initiatives existent déjà dans le milieu civil pour lutter contre la radicalisation en prison. Le rabbin Guy Benarous est à l'origine de l'une d'entre elles. Il faisait partie des victimes de l'attentat de la rue des Rosiers. Il milite aujourd'hui pour le vivre ensemble en rendant régulièrement visite à des détenus radicalisés. Il nous expliquait un peu plus tôt pourquoi sur notre antenne. Si aujourd'hui on ne prend pas le temps de parler aux gens, si aujourd'hui on laisse les gens dans leur précaré entre guillemets, alors effectivement on arrive à des espèces de ghettos et des ghettos de la pensée dans lesquels les gens vont rester. En gros, les juifs sont les méchants, les arabes sont les gentils, les arabes sont les gentils, les juifs sont les méchants ou vice-versa. Et on va arriver dans un monde où chacun va dire « moi je vais très bien parce que le problème c'est l'autre ». Et si je considère que l'autre est mon problème, alors effectivement j'ai un gros problème. En bref, les pourparlers de paix pour la Syrie qui devaient commencer aujourd'hui débuteront finalement le 29 janvier. Ils vont durer 6 mois, annonce aujourd'hui de l'émissaire spécial de l'ONU sur la Syrie. Je pense que pour les obstacles, c'est surtout le manque de confiance et le manque des volontés politiques de respecter ce qu'on a toujours dit mais on n'a pas encore fait. Qu'il n'y a pas une solution militaire, il y a seulement une solution politique. Dans les mots, c'était présent, dans les faits, c'était pas présent. Ça, c'est le premier obstacle. On va faire un test si ça est la vérité ou pas actuellement.
Pour le reste, attendons les résultats de la conférence. Il a entamé sa tournée européenne post-levée des sanctions. Voici les images de l'arrivée de Hassan Rouhani à Rome, accompagné notamment de son ministre des Affaires étrangères, mais aussi d'une délégation d'entrepreneurs. Il a été accueilli par le chef de la diplomatie italienne. Un entretien est prévu entre les deux hommes demain. C'est une visite de 48 heures qui s'achèvera au Vatican. Et prochaine étape pour Rouhani, ce sera la France. Là encore, 2 gros contrats en jeu, comme nous l'explique Johanna Citruc. Le 16 janvier dernier, les sanctions internationales ont été levées contre Téhéran. Ce jeudi, le président iranien, donc Hassan Rouhani, sera en déplacement à Paris. 2 nouvelles qui font le bonheur des entreprises françaises qui s'attendent donc à signer de juteux contrats. Déjà dimanche, l'Iran a annoncé un accord pour l'achat de 114 Airbus, mais ce n'est pas tout. Des négociations seraient en cours avec d'autres sociétés comme PSA. L'avantage, c'est que l'Iran, c'est un pays avec près de 80 millions d'habitants, une classe moyenne importante, donc qui consomme beaucoup, et c'est un pays qui a d'énormes besoins dans beaucoup de domaines, puisque pendant plusieurs années, en fait, l'économie iranienne a été asphyxiée par les sanctions économiques. L'inconvénient, c'est que les entreprises françaises ne sont pas les seules sur le coup. Il y a de la concurrence, mais on compte sur François Hollande pour endosser son costume de VRP. Bienvenue si vous le rejoignez sur i24 News, à suivre dans le journal. 5 ans après, que reste-t-il de la révolution égyptienne? L'anniversaire a été marqué sous la coupe d'un régime autoritaire qui a multiplié les arrestations ces derniers jours. Un code du travail plus souple, c'est ce que souhaite Robert Badinter. L'ancien garde des Sceaux a remis ce lundi à Manuel Valls son rapport. Il servira de base à la réforme du droit du travail. Et puis Israël entretient 2 politiques, une pour les Palestiniens, une pour les Juifs. La déclaration a été signée d'Anne Shapiro, ambassadeur des États-Unis en Israël. Aujourd'hui, il regrette le timing de ses propos polémiques. Et on revient donc sur cet anniversaire marqué en toute discrétion, celui de la révolution en Égypte. C'était il y a 5 ans, jour pour jour. Aujourd'hui, toute manifestation et rassemblement a été interdit. Explication, Maël Benoliel. 25 janvier 2011, journée de la colère au Caire. Les Égyptiens sont presque 2 millions dans la rue. La place Tahrir, symbole d'une révolution en marche, est occupée jour et nuit par les contestataires. Leurs revendications sont simples, démocratie et justice sociale. Un mouvement que la police et l'armée tentent de réprimer dans le sang, mais il est déjà trop tard. Le 13 février 2011, après 18 jours de manifestations qui feront 800 morts, le président Hosni Moubarak démissionne après 31 ans de règne sans partage. L'armée annonce dans la foulée la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution et affirme qu'elle assurera l'intérim jusqu'à l'organisation d'élections le 19 mars 2011. Mais ce n'est qu'en juin 2012 que les premières élections libres de l'histoire ont lieu. Et c'est le candidat des frères musulmans, une confrérie salafiste, Mohamed Morsi, qui est élu président avec près de 52% des voix. Le premier président élu de la République égyptienne s'empare de tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires. Un an après son arrivée à la présidence, le 30 juin 2013, des millions d'Égyptiens manifestent pour sa démission. Ils l'accusent de déstabiliser le pays. L'armée lui adresse un ultimatum. Le 3 juillet de la même année, le général Abdel Fattah al-Sisi, chef de l'état-major égyptien, annonce la destitution de Mohamed Morsi. Ce dernier est placé en détention provisoire alors qu'une dure répression est menée contre les frères musulmans. Plus de 1600 islamistes sont tués. Le 28 mai 2014, al-Sisi, devenu maréchal, remporte l'élection présidentielle avec 96% des suffrages. Il devient le 6e président de la République d'Égypte. La répression s'abat aussi sur l'opposition. L'Égypte de 2016 est loin de ses rêves de démocratie et de liberté qui avaient poussé le peuple à faire son printemps arabe il y a 5 ans, place Tahrir. Cela fait plusieurs mois qu'il planchait sur le dossier. Robert Badinter a remis sa copie aujourd'hui à Manuel Valls sur la refonte du Code du travail. On fait le point avec Julia Gananciel, nous présente les grandes lignes de ce rapport.
C'est le premier acte de la réforme du droit du travail annoncée en 2015 par le gouvernement. Ce lundi, Robert Badinter remet à Manuel Valls un rapport qui dégage les 61 principes essentiels sur lesquels s'appuiera le nouveau code du travail. Sa refonte est prévue d'ici fin 2017. Rendre la législation plus lisible et favoriser l'emploi sans toucher aux acquis sociaux comme les 35 heures, c'est l'objectif du futur code du travail. Dans ce domaine, les symboles prennent souvent le pas sur la réalité, sur ce qu'est au quotidien la vie des salariés. Car la dérogation à cette durée légale n'est plus une transgression, et depuis longtemps. Elle est même au cœur de ce qu'est notre économie et notre pacte social. Constituée au mois de novembre dernier par le Premier ministre, cette mission des sages s'est attelée à dégager les principes juridiques les plus importants. L'instigateur de l'abolition de la peine de mort a ainsi proposé de faire passer le Code du travail de 8000 à 50 articles articulés autour de 8 grands principes. Les droits fondamentaux, la formation et l'exécution, la rupture, la discipline, la durée de travail, la rémunération, le litige du travail et la défense des intérêts du salarié. Un niveau de compensation financière des heures supplémentaires figurera dans la loi, une mesure qui ferme la porte à la proposition d'Emmanuel Macron de supprimer le plancher de majoration de 10% des heures supplémentaires. Il réaffirme la nécessité d'une durée légale, normale, écrivez-vous, du travail, et d'un droit à la compensation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà. Le rapport doit servir de base à la future réforme du droit du travail présentée le 9 mars prochain par la ministre Myriam El Khomri. Le gouvernement compte donner en 2 ans une nouvelle architecture au Code du travail sur 3 étages. Les droits fondamentaux définis par la mission Badinter, le champ ouvert aux négociations de branches ou d'entreprises et le droit applicable en l'absence d'accord. Retour à présent sur la polémique autour des propos de Dan Shapiro. C'était la semaine dernière lors d'une conférence sur la sécurité. L'ambassadeur des États-Unis en Israël critiquait une justice de 2 poids, 2 mesures pour Israéliens et Palestiniens. Depuis, les propos ont été jugés inacceptables par Israël. Aujourd'hui, l'ambassadeur tente d'éteindre l'incendie. Explication Eleonore Veil. Il a été interviewé ce matin par Gal Lieberman sur la radio militaire israélienne et il est revenu sur ses propos qui avaient suscité tant de controverses. Mais là encore, la position de Dan Shapiro reste ambiguë. Ce qu'il regrette, dit-il, ce n'est pas le contenu de ses déclarations, mais le timing, puisqu'il faut rappeler qu'il avait tenu ce discours en parallèle des funérailles de Daphna Meir, cette mère de 6 enfants qui avait été tuée par un terroriste palestinien. Donc, encore une fois, les contenus, le timing, mais pas les contenus. Donc, Dan Shapiro finalement reste sur sa position qui reflète précisément la position de Washington envers Israël. Oui, Israël a le droit de se défendre, mais pas à n'importe quel prix. Et il condamne cette fois la politique de construction en Cisjordanie, à maintes fois critiquée par les États-Unis, mais aussi le fait qu'Israël ferme les yeux sur les violences faites contre les Palestiniens dans les territoires, faites par des résidents juifs bien évidemment. Alors Shapiro va encore plus loin dans cette interview, puisqu'il déclare que la situation actuelle laisse à penser qu'on va tout droit vers une solution d'un État binational et non une solution à 2 États, ce qui serait, selon lui, le scénario catastrophique. Et là, une fois de plus, il remet en cause la politique de construction de Binyamin Netanyahou en Cisjordanie, maintes fois condamné. En conclusion, des excuses, oui, mais qui portent sur le timing, pas sur le contenu, et Washington qui, une fois de plus, dénonce la responsabilité d'Israël dans l'escalade des violences. Au moins 23 morts, c'est le bilan d'un attentat au camion piégé aujourd'hui à Alep. Alep qui est au centre des plus violents combats qui opposent les rebelles à l'armée régulière de Bachar el-Assad. Les habitants qui sont restés sur place, qui n'ont pas pu s'enfuir, tentent de trouver un exutoire. Certains ont ouvert un club de boxe dans une cave. Jonathan Serrero. Une salle de sport à l'ombre de l'effroi. Nous sommes à Alep, 2e ville de Syrie, située au nord-ouest du pays. Depuis le début de la guerre civile en 2011, la cité antique a vu fuir la grande majorité de sa population prise en otage des bombardements. Mais il reste une poignée de téméraires, des combattants hauts comme 3 pommes qui ont choisi la boxe comme échappatoire. Ahmad et Shaban ont créé ce club pour permettre aux enfants de sortir des affres du quotidien.
Nous sommes à la base de ce projet et nous avons réussi à attirer le plus grand nombre de personnes issues des zones libérées. Nous avons même organisé un tournoi pour les juniors et les débutants et tout cela a bien fonctionné. Nos champions maintiennent leur niveau et le niveau s'améliore. La boxe sert d'exutoire et peut aussi contribuer à la réalisation des rêves les plus fous. Je voulais participer à ce tournoi. Mon rêve est de devenir champion du monde. J'ai beaucoup apprécié participer à cette compétition. À la fin, j'ai perdu, mais je me sentais comme gagnant. Ce sport est aussi l'expression d'un instinct de survie. Elle permet à tous ces enfants de maintenir une activité normale au beau milieu des destructions. Et puis autre compétition, autre univers, direction Melbourne pour l'Open d'Australie. Gaël Monfils a battu le Russe Andrei Kuznetsov de 24 ans au terme d'un match difficile pour les deux joueurs en 2h37. Victoire en 4-7, 7-5, 3-6, 6-3, 7-6. C'est la première fois que le Français atteint les quarts de finale de ce tournoi. Enfin, on va se quitter avec l'image du jour. C'est une nouvelle œuvre de l'artiste Banksy. Elle a été découverte en face de l'ambassade de France à Londres. Elle dénonce l'utilisation de gaz lacrymogène contre les migrants bloqués à Calais qui attendent toujours de rejoindre l'Angleterre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir suivi. Passez une très belle soirée sur notre antenne.